Salut tout le monde, on se retrouve pour cette énième vidéo pour faire le tour de ma Mangatech. Et ceux qui ont suivi jusqu'à maintenant savent qu'on en est maintenant à l'étape de la pile à lire, la fameuse palle. Et il nous reste en tout et pour tout 3 étages à voir. Donc eh bien écoutez, sans vous faire attendre plus longtemps, on va commencer avec ce 3e étage. Alors le premier manga, dans un ordre complètement aléatoire, qui commence ce 3e étage, eh bien il s'agit de Série. C'est un one-shot. Hop, le voici, le voilà. C'est un manga qui est paru chez l'atelier Akatombo, voilà. Takehito Morizumi, qui est l'auteur du manga que je vous avais présenté en toute fin de la vidéo précédente, c'est-à-dire 1984 et La Luciole, donc l'adaptation de ce roman et de cette nouvelle. Donc moi à la base j'ai découvert cet auteur au travers de ce manga, qui est un manga assez particulier. Alors déjà, comme vous pouvez vous en apercevoir au travers de ce dessin qui est assez unique, assez léger, je dirais, pas très appuyé, un caractère un petit peu éthéré, peut-être, pourrait-on dire, je ne sais pas. Série est un manga assez, comme je le disais, à part, qui nous plonge notamment dans un univers dystopique, dans un futur lointain où les êtres humains ont plus ou moins disparu, et on va suivre un personnage principal, un homme qui habite seul dans une très grande maison, et il n'a pour seule compagnie qu'une espèce d'androïde, plus ou moins, à l'apparence de jeune femme, et donc, comme je disais, qui lui tient compagnie, qui bavarde avec lui, etc. Il y a beaucoup de références à la littérature dite classique, puisque dans cette maison il y a beaucoup de livres. Donc voilà, c'est assez particulier, je l'ai lu il y a pas mal de temps de ça déjà. Donc c'est un manga, comme je le disais, que j'ai déjà lu et sur lequel je reviendrai éventuellement au cours d'une vidéo dédiée. Voilà, il faut simplement que je le relise, voir s'il y a vraiment matière à vous montrer des choses intéressantes. C'est suivi de Iceban, un one-shot chez Le Lézard Noir. Hop, Sentier verglacé, je crois que c'est le sous-titre. Oui, c'est ça. Alors je l'ai également lu et il est toujours dans ma pile à lire parce que je pense que ça mérite une relecture. Éventuellement vous en parler à l'avenir. J'en garde un souvenir assez flou, à vrai dire. C'est une succession, il me semble, d'histoires courtes. C'est assez hétéroclite dans l'ensemble. Alors on a un dessin, comme vous pouvez le voir, qui est assez original, qui s'éloigne quand même beaucoup d'un trait relativement réaliste. Donc c'est expressif, c'est assez simple, sans que ce soit simpliste non plus. Et comme je vous le disais, c'est donc une suite d'histoires courtes, indépendantes les unes des autres. Donc c'est toujours difficile en fait, selon moi, de présenter ce type de manga. Parce que du coup, comme chaque histoire est vraiment voilà, indépendante, comme je le disais, il n'y a pas de fil conducteur, etc. C'est difficile d'en parler en tant qu'œuvre globale, mais comme je le disais, ça fait partie de ces mangas que je dois relire pour pouvoir éventuellement vous en parler plus dans le détail. Juste derrière, on a un autre one-shot du même auteur et chez le même éditeur. Il s'agit de Au revoir Minna, et je ne l'ai pas lu du tout. Il est neuf, de chez Neuf. Donc là, je ne peux pas vous en parler. Ça fait vraiment partie des titres inconnus au bataillon pour moi. Voilà, je l'avais acheté parce que, l'autre titre m'avait déjà interpellé. Donc j'avais envie d'en découvrir plus sur cet auteur, sur ses univers. Me plonger encore davantage dans sa patte graphique, qui moi personnellement ne me laisse pas indifférent. Et donc, comme vous le savez, dès que c'est original, il y a de fortes chances que ça trouve sa place au rayon manga. Voilà, mais il faut encore que je le lise. Derrière, on a l'intégrale en 6 tomes de Sunny de Matsumoto.
Alors Sunny, j'avais lu le premier tome en réalité, et puis ça m'avait beaucoup plu. Et du coup, je me suis décidé à acheter le reste de la série parce que finalement il n'y avait que 6 tomes, entre guillemets. Donc je me suis dit, bon, le premier tome est de bon augure, donc on va essayer de se procurer cette relativement courte série. Pour l'instant, je n'ai pas lu le reste, voilà. Et j'ai lu le premier tome il y a longtemps également, donc il faudra que je reprenne depuis le début. Mais en tout cas, la thématique m'avait interpellé, l'univers en tout cas, puisqu'on suit une bande de... Alors je crois que ce sont des orphelins, plus ou moins, qui vivent dans une maison d'accueil, et on voit un petit peu leur vie au jour le jour. Mais il y avait également tout un aspect qui tournait autour de l'imaginaire de ces gosses. Et puis il y a ce dessin, alors je reconnais que le dessin il est vraiment particulier, hein. Ça peut, je pense, très facilement rebuter, parce qu'on est dans quelque chose qui n'est pas forcément, en tout cas qui n'apparaît pas forcément comme étant très léché, très fini, très soigné. Je pense qu'il faut passer le cap de ce dessin particulier. Mais en tout cas, comme je le disais, le premier tome ne m'avait pas laissé indifférent. Donc ça sera à approfondir. Il faut tout simplement que je lise bien la série dans son intégralité. Puis ici, vous avez le premier tome de Retour aux sources, qui est une œuvre chinoise qui est parue chez Kana dans leur collection Made In. Alors honte à moi, je ne l'ai toujours pas lu, alors que ça fait vraiment longtemps que je l'ai, donc là je peux vraiment rien vous dire dessus. Je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, et c'est en 2 tomes, donc il faudra que je me décide à le lire finalement un jour. Ici, nous avons un one-shot qui est paru chez Philippe Piquier, qui est Pays de neige et qui est adapté d'un roman. Et j'avoue que j'avais commencé à le lire et je n'ai pas du tout réussi à rentrer dedans. Déjà, le dessin est très orienté entre guillemets shoujo. Je sais, ça ne veut pas dire grand-chose, mais on retrouve ces personnages. C'est un style de dessin, moi, qui me rebute pas mal, pour être honnête. Donc, le manga étant quand même... au moins à 50% visuel. Quand vous êtes rebuté par le dessin, c'est jamais facile. Mais j'avoue que, on retrouve ces personnages, grands yeux, etc. Moi, j'ai pas du tout l'habitude en fait de ce type de dessin qui est très caricatural. Et bon, je pense que c'est une question d'habitude, hein, effectivement. Hein. Si vous avez l'habitude de lire des mangas avec ce genre de dessin, ça ne vous choquera pas du tout. Mais moi, j'avoue que j'ai beaucoup de mal. Et puis, au niveau de l'histoire, qui est plus ou moins une histoire d'amour. J'arrivais pas du tout à rentrer dedans, je trouvais que ça faisait vraiment cucu la praline. Peut-être que je me ferai violence et que j'essaierai de le reprendre du début et d'essayer de le lire en une traite, voir si ça passe, mais c'était plutôt mal barré. Juste derrière, il y a le premier tome de Ghost in the Shell Standalone Complex. Alors, j'avais acheté le premier tome il y a super longtemps et je l'ai toujours pas lu. J'avais acheté d'occasion en fait, hein, pour 3 francs 6 sous, parce que je suis un grand amateur de Ghost in the Shell, premier du nom. Donc j'étais curieux de voir une série entre guillemets dérivée. Est-ce qu'on allait retrouver le même genre d'ambiance que l'œuvre d'origine ou pas? Bon, en le feuilletant comme ça a pas l'air trop mal, mais bon, ça veut pas dire grand chose, pas se fier qu'au dessin. Voilà, donc je sais pas trop ce que ça vaut. Je crois savoir que la série animée a plutôt bonne réputation, parce qu'il me semble que ce manga est en réalité une adaptation de la série animée. Voilà, donc c'est assez facile de s'y perdre, hein, avec tout l'univers Ghost in the Shell. Mais voilà, c'est à voir. Je ne sais pas si peut-être certains d'entre vous l'ont lu, vous pourrez me dire ce que ça vaut, ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Devilman, donc en 5 tomes, donc j'ai l'intégrale. Sincèrement, j'ai déjà essayé de le lire 2 fois, et 2 fois j'ai le même problème, c'est-à-dire qu'environ vers la moitié du manga, vous avez d'un seul coup la chronologie qui est complètement éclatée, parce que vous avez plusieurs chapitres qui n'ont rien à voir avec la chronologie principale de l'histoire. Comme je le disais, j'ai essayé 2 fois de le lire, et 2 fois, quand j'arrive à ce moment-là, ça me sort complètement du manga, en fait. Et j'ai l'impression de lire tout simplement ce qu'on appelle dans le jargon des fillers, c'est-à-dire des chapitres qui ont été faits pour prolonger artificiellement le succès du manga. Alors je crois savoir que ce sont des chapitres qui ont été rajoutés en fait par l'éditeur français, j'en suis pas sûr. Mais en fait je trouve ça très dommageable que ces chapitres n'aient pas été mis à la toute fin du manga, à la fin du tome 5, en tant que bonus.
et pas en plein milieu voilà, de l'histoire. Alors je sais pas du tout quelle est la raison, est-ce que ça a été, est-ce que l'édition japonaise était comme ça, est-ce que ça a été quelque chose d'imposé par l'éditeur japonais, je n'en sais rien, peut-être que vous le savez et vous pourrez renseigner tout le monde dans les commentaires, n'hésitez pas. Donc évidemment, il faudra que je reprenne ça, parce que Devilman, pardon, c'est quand même un titre majeur de Go Nagai, voilà, et puis j'ai pas acheté la série complète pour faire joli. Donc en tout cas, ça part relativement bien. Alors le dessin, il faut réussir aussi à passer outre parce que ça fait quand même très très vieillot. Comme vous le voyez, hein, c'est un style de dessin qui a complètement disparu aujourd'hui. On est aux antipodes d'un dessin réaliste, c'est très caricatural. Vous avez des gros problèmes de proportion entre les têtes et les corps notamment. Les méchants ont l'air très méchants, comme vous le voyez ici. Donc je pense que c'est un type de dessin qui passerait beaucoup moins bien aujourd'hui. Donc pour un lecteur contemporain voilà, qui tomberait là-dessus, il pourrait se dire « Oh là là, c'est très très moche ». Je pense qu'il faut réussir à passer outre justement et à remettre en fait tout simplement dans le contexte de l'époque. Il faudra encore une fois que je me fasse violence et que j'arrive à passer outre ce petit problème narratif au milieu de la série et pour réussir à aller jusqu'au bout. Et puis peut-être que je dirai enfin, mais oui, Devilman, c'est génial. Juste derrière Devilman, on va passer à quelque chose de complètement différent. On va passer à des mangas encore plus vieux, voire à du Gekiga, donc des choses très très obscures, en tout cas chez nous. Par exemple, on a ici Sho les petits pains de Yu Takita. Alors Yu Takita, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, il me semble. Donc c'est du voilà, c'est du Gekiga, c'est du truc vieux de chez vieux. Alors j'avais commencé à le lire, puis je m'étais arrêté parce que c'est pas une lecture forcément très facile entre guillemets. C'est très social, ça parle des petites gens dans la restauration, etc. Donc il y a un côté très humoristique, mais le petit souci, je pense pour un public occidental, c'est que là c'est vraiment et très clairement, je veux dire, ça crève les yeux, que c'est vraiment quelque chose qui a été écrit pour un public japonais de l'époque. Donc, et comme c'est beaucoup basé sur l'humour, je pense que c'est très difficile de comprendre beaucoup de situations, de gags, parce que c'est tellement éloigné de notre culture qu'on passe à côté. Et je pense que c'est un souci récurrent avec ce genre d'auteur et ce genre d'œuvre, mais il n'en reste pas moins que c'est intéressant et que pour notre culture générale des mangas, on peut se pencher dessus. Dans le même ordre d'idées, ici, il y a des courges par milliers. C'est de Kazu Yuzuki, c'est chez Philippe Piquier, donc même éditeur que le livre précédent. Et celui-là, je ne l'ai pas lu du tout. Je l'avais feuilleté très rapidement. Et ça fait partie des titres qui sont en principe assez facile à trouver d'occasion, vraiment pour pas grand chose, justement je pense parce que c'est pas connu du tout, que ça se vend pas bien du tout et que ça reste vraiment des choses de niche. Donc comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est ce genre de livres qui sont souvent recyclés par des médiathèques, des CDI de collège, de lycée, des brocantes. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à chercher au niveau de l'occasion. Pareil, là on a vraiment du manga ou du Gekiga de niche, donc c'est vraiment pour les gens qui cherchent à lire des choses très pas étranges, mais qui sortent vraiment des sentiers battus, des clichés, des idées reçues sur le manga, etc. Ça fait partie du type d'ouvrage qui est très imprégné de la culture japonaise et qui n'a jamais été pensé pour être lu par un public hors Japon, à mon humble avis. Donc attendez-vous quand même à une certaine barrière, à un certain niveau de compréhension qu'il faudra être capable de franchir pour pouvoir se plonger là-dedans. En tout cas, ça c'est mon avis. On continue sur la lancée des œuvres très obscures avec Vaste le ciel d'Oji Suzuki. Celui-ci, j'avais commencé à le lire il y a longtemps et honnêtement, je l'avais mis de côté, je l'avais un petit peu abandonné parce que j'arrivais pas du tout à rentrer dedans. Ça rejoint ce que je disais précédemment, ça fait partie de ces titres qui sont vraiment très obscurs. Celui-là, de mémoire, il s'appuyait beaucoup aussi sur l'humour, mais c'est un humour qui est tellement culturel, voilà, qui fait référence, je sais pas, à de la poésie par exemple, japonaise, ce genre de choses. Et du coup, si vous n'avez pas la référence, vous passez complètement à côté et du coup, vous comprenez pas pourquoi les personnages se mettent à rigoler, etc. Mais bon, je ne vais pas baisser les bras, je m'y remettrai un jour. On continue au rayon choses vraiment de niche avec Oreiller de lac
Alors ça, je crois que c'est le tome 1. Je sais que c'est en 2 tomes, mais je ne suis plus sûr si c'est le tome 1 ou le tome 2. Mais on va dire que c'est le tome 1, mais vous allez voir que peut-être je me trompe. Alors je ne l'ai pas lu du tout pour l'instant, et comme vous le voyez, c'est un univers qui renvoie beaucoup aux estampes, notamment au style d'estampes japonaises. Donc là, on est vraiment dans un Japon très très traditionnel visuellement. On passe à quelque chose de beaucoup moins obscur et de plus contemporain, si je puis dire, avec The Outsider, qui est donc un manga de Gu Tanabe. Alors ça, c'est la réédition qui est sortie l'année dernière, je crois. Donc c'est Gu Tanabe que vous connaissez bien sûr avec les adaptations de H.P. Lovecraft. Et là, c'est un petit peu le même ordre d'idées. Ce sont plusieurs nouvelles de la littérature dite classique, donc de Lovecraft, mais pas que. Il y a Chekhov, il y a Gorky également. Et donc c'est Gu Tanabe qui adapte en manga ces nouvelles de littérature dite classique. Alors pour la petite histoire, en fait, je possédais l'édition précédente qui était plus sympathique parce qu'elle était en couverture dure, et je ne sais pas pourquoi Glénat a donc fait cette réédition et l'a échangée contre une couverture souple. Si, j'imagine que ça coûte moins cher pour eux, mais bon, c'est un peu dommage. Pour la petite histoire, comme je disais, je possédais l'édition précédente. J'avais pas trop apprécié à l'époque où je l'avais lu, donc je l'avais revendu. Et puis après, j'ai regretté l'avoir revendu quand je me suis intéressé davantage à Gu Tanabe. Et donc, quand cette réédition est sortie, je me suis dit, prenons la réédition pour avoir un livre en neuf, puisque l'autre édition, de toute façon, était quasiment introuvable. Derrière, j'ai 4 tomes qui se baladent de Drifting Dragons, puisque Drifting Dragons, j'avais commencé la série, rappelez-vous peut-être, je vous avais fait une vidéo tome 1 il y a longtemps, donc j'avais commencé à continuer la série, si je puis dire. Je sais pas si je continuerai, donc là j'ai quelques tomes, mais je m'attendais pas à ce que la série devienne aussi longue. J'ai plein de tomes de retard. Bon, je vais pas rentrer dans le détail de ce manga, vu que j'en ai fait une vidéo dédiée tome 1, je vous invite à aller voir ça si vous le souhaitez. Ensuite, nous avons le premier tome de Carol and Tuesday, qui est sorti chez Nobi Nobi, je crois. J'ai le premier tome qui m'avait été envoyé par l'éditeur. Alors, je l'avais lu, c'était pas mal, c'était intéressant. Honnêtement, je l'ai lu il y a pas mal de temps, donc je m'en rappelle plus trop. Voilà, c'est la mémoire de papy. Ça parle beaucoup de musique, c'est dans un univers, il me semble, futuriste, et je crois que c'est l'histoire d'une jeune fille qui décide un petit peu de tout abandonner pour essayer de réaliser son rêve de partir à la grande ville et de vivre de musique. Et puis elle est très très naïve, très candide, et du coup elle va tomber sur une autre jeune fille qui elle est beaucoup plus comment dire, débrouillarde, indépendante, etc. Et de cette rencontre va naître un groupe, un duo musical, et puis on va suivre leurs aventures et voir si elles vont réussir à atteindre leurs rêves de vivre de leur musique, etc. Honnêtement, il faudrait que je le relise, ce premier tome, parce que ça remonte vraiment à plusieurs mois et je ne m'en souviens plus. Mais en tout cas, j'en garde un souvenir relativement agréable. C'est suivi du one-shot Death Note Short Stories, qui est vraiment neuf de chez neuf, puisque je ne l'ai pas lu du tout. Tiens, je vois que c'est marqué. J'ai l'impression que c'est écrit Death Note un petit peu caché sur le dessin, je le vois mal au retour caméra, mais il y a quelque chose d'écrit. Je ne l'ai pas lu du tout, donc je ne sais pas ce que ça vaut. En fait, je l'ai acheté sur un coup de tête quand je me baladais dans un Cultura pas loin d'ici. Il venait juste de sortir, je pense, parce qu'il était très présent en rayon. Et Death Note, moi, c'est un manga dont je garde un très très bon souvenir. En tout cas, la première moitié, la seconde moitié, on aurait, je pense, largement pu s'en passer, s'en dispenser. Je persiste à dire que Death Note est un manga vraiment qui vaut le coup d'être lu. Alors il a ses défauts, mais j'avais trouvé que c'était pas mal à l'époque en tout cas. Donc ce one shot de Short Stories, sincèrement je sais pas du tout ce que ça vaut. Est-ce que ça vaut le coup d'être lu? Est-ce que c'est un pur produit commercial? Je n'en sais rien, j'imagine que vous êtes nombreux à l'avoir lu vu la popularité de Death Note. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire sans me gâcher la lecture ce que vous en avez pensé. En tout cas, il faudra que je lise cela. Derrière, il y a un petit one-shot qui s'appelle Sahara, le samouraï aux fleurs.
J'en garde un relatif bon souvenir. Ça m'a fait penser un petit peu à Gun ou à Mad Max, en moins violent et en moins adulte. Mais je dis ça parce que ça se passe également dans un univers post-apocalyptique, dans un monde désertique. Du coup, on pourrait aussi, et de manière peut-être plus pertinente, rapprocher ça de Nausicaa et la vallée du vent. Et dans cet univers voilà, post-apocalyptique, désertique, etc., eh bien, la vie a beaucoup de mal à subsister, donc les humains vivent dans des espèces de cités très vétustes, et puis le reste de la Terre, c'est un gigantesque désert. Et dans ce désert, vous avez des espèces de monstres, entre guillemets, à forme de samouraï. Ils appellent ça des automates, je crois qu'on en voit un ici. Et donc vous avez ces espèces de soldats géants automatisés qui attaquent eh bien, les gens dès que vous vous aventurez dans le désert. Et puis on va tomber sur ce personnage là ici qui est une espèce de samouraï justement, qui a une espèce de pouvoir lié à la nature, lié aux fleurs notamment. Donc c'était sympa, surtout le synopsis de départ. Après c'est peut-être dans l'exécution que ça pêchait. Le fait d'avoir un univers post-apocalyptique était assez intéressant. Et éventuellement il faudrait que je le relise pour vous en parler. Pourquoi pas dans une vidéo tome 1, ça peut peut-être faire l'affaire. On a ici les aventures de Huckleberry Finn, que je n'ai pas lu du tout. Alors voyons voir à quoi ça ressemble. C'est chez Nobinobi, vous savez peut-être qu'ils ont toute une collection comme ça, les classiques de la littérature en manga. Donc c'est un moyen éventuellement de faire découvrir des grands classiques de la littérature bien à la jeunesse tout simplement, ou aux gens qui sont allergiques aux romans, donc pourquoi pas éventuellement. Un jour, si je trouve le temps, j'aurais aimé vous faire une vidéo spéciale justement de manga comme ça qui adapte des romans, pour voir un peu ce que ça vaut, voir s'il y a un véritable intérêt ou pas, etc., etc. Dans le même ordre d'idées, du coup, derrière j'ai les aventures de Tom Sawyer. En plus ça tombe bien parce que moi j'ai pas lu l'œuvre originale ou originelle, donc ça me permettra de découvrir tout ça et de me faire un peu de culture. Voilà. Après le manga, comme je ne l'ai pas encore lu, je ne peux pas vous dire ce que ça vaut en tant que tel. Puis nous avons Dracula. Alors celui-là, je l'ai lu et j'avais vraiment apprécié. En plus, encore une fois, moi je n'avais jamais lu l'œuvre d'origine. Bon, évidemment, comme la plupart d'entre vous, je connaissais globalement l'histoire de Dracula, etc. Mais j'avais pas lu voilà, le roman originel. Donc le manga, j'ai vraiment été agréablement surpris de sa qualité, aussi bien visuelle que textuelle, si je puis dire. Alors c'est un manga qui est très verbeux. Je me souviens que j'ai mis vraiment beaucoup de temps à le lire. Je ne sais pas si ça peut se voir, mais il y a pas mal de textes. Bon, ça varie selon les pages, bien sûr. Le dessin est très agréable, je trouve. Bon, ça manque, on pourra dire, de personnalité peut-être. C'est un dessin qui fait assez générique. Et petite spécificité, le roman d'origine, si je ne dis pas de bêtises, est un roman épistolaire, c'est-à-dire que l'histoire est principalement racontée sous forme de lettres que les personnages s'échangent. Eh bien, cette particularité a été respectée dans le manga. Il y a beaucoup d'exemples de textes qui apparaissent non pas dans les bulles, mais dans ces rectangles. Et en fait, dans ces rectangles, ce sont les lettres. On lit les lettres en même temps que les dialogues, etc. On continue sur la lancée avec Crime et Châtiment, donc qui adapte bien sûr l'œuvre très connue de Dostoïevski, pardon, j'ai massacré son nom. Alors je l'ai lu, j'avais apprécié. Pareil, ça fait partie de ces monuments de la littérature que moi personnellement je n'avais jamais lu, honte à moi. Donc eh bien le fait de le lire en manga m'a permis au moins d'avoir un minimum de connaissances sur le sujet, même si bien sûr c'est pas la même chose que de lire le roman d'origine. Petit bémol sur le dessin que je trouvais pas tip top, on va dire. Le souci avec ces mangas qui adaptent des romans, comme on peut souvent le constater, il me semble, c'est très souvent un dessin qui manque un peu de personnalité. Ça fait dessin un petit peu générique. On pourrait se dire, bon ça pourrait être un peu n'importe quel manga. Alors c'est ni moche, etc. Je sais, ça ne veut pas dire grand chose, mais ça manque un petit peu d'originalité sur le plan visuel. Mais bon, après, c'est pas plus gênant que ça, j'ai envie de dire.
J'avais également acheté et toujours pas lu À la recherche du temps perdu, donc qui adapte l'œuvre de Proust. Et là malheureusement, quand j'ai reçu le manga et que je l'ai ouvert, je suis un petit peu tombé de haut parce que quand je parlais de problèmes de dessin, alors là c'est pas, on est à un autre niveau, en tout cas à mon avis. Comment dire, bon, moi j'ai un peu du mal. Un petit peu tendre le bâton pour se faire battre. Au niveau du dessin, moi j'ai beaucoup plus de mal là. Très caricatural. Enfin, moi ce que j'appellerais dans ma tête moche. Je sais, c'est très subjectif. Mais bon, ce dessin avec ses yeux énormes, ça fait vraiment manga, image d'Épinal, cliché des années, je sais pas quoi là. C'est pour ça que pour l'instant, je le limite de côté. Et puis bon, bah, j'essaierai quand même de le lire à l'avenir en essayant de passer outre ce dessin. Moi, me rebute énormément, pour être honnête. On continue sur la lancée avec les frères Karamazov, donc qui adaptent l'œuvre de Dostoïevski, je vais y arriver. Celui-là, je ne l'ai pas encore lu. Donc je ne sais même pas de quoi ça parle. Voyons à quoi ça ressemble au moins. Bon bah on reste dans la veine de Crime et Châtiment, donc ça passe, on va dire. C'est déjà bien mieux que l'adaptation de Proust. On a le tome 3 de Natsuko no Sake. Alors Natsuko no Sake, vous le savez, je vous en ai parlé en détail dans une vidéo tome 1, je crois. Donc je suis très en retard sur cette série, puisque notamment elle a été en pause pendant très longtemps dû à des soucis avec des soucis de l'éditeur français. Donc ça a été repris par Vega Dupuis. Enfin Vega a été entre guillemets incorporé chez Dupuis, et donc ça leur permet de continuer leur série. Donc je n'ai pas encore lu ce troisième tome. Mais je ne me fais pas de soucis, hein. J'avais beaucoup apprécié les 2 premiers tomes, donc il n'y a pas de raison que la suite change. Bon, c'est un peu dommage que le manga soit assez long, parce que je crois qu'ils en sont au tome 6, je crois que ça se finit en 6 tomes, et comme c'est des tomes doubles, et ben c'est pas le prix d'un tome simple, forcément. Je vais pas trop le feuilleter pour pas me gâcher la lecture. Et puis pour finir cet étage, j'ai un petit tome 3 de A Journey Beyond Heaven, qui est un manga que je vous avais présenté également, il me semble, au cours d'une vidéo tome 1. Donc le premier tome avait été assez efficace, donc c'est une série que j'ai voulu continuer. C'est juste que je suis en retard, en grand retard sur cette série. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Bon, je vais vous montrer vite fait une planche, mais comme j'ai déjà fait une vidéo sur ce manga, il n'y a pas besoin de s'étendre. Petit manga de science-fiction, d'anticipation, qui était très mystérieux en tout cas au cours de son premier tome. Beaucoup d'interrogations apparaissaient au fil de la lecture. Donc, eh bien, à voir si les réponses à toutes ces questions, à toutes ces interrogations seront au rendez-vous au fil de la lecture. Eh bien écoutez, on a fait le tour de cet étage. J'espère que cette vidéo aura été sympathique pour vous. Je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Orion Manga. Bye bye tout le monde. Season came in, change of time, when I grew up.